Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont les 12 défauts les plus fréquemment constatés dans vos photos quand vous envoyez une photo pour un concours, un challenge, une sélection ou ce que vous voulez. Et je vais m'appuyer pour cela sur les photos que j'ai reçues dans le cadre de la 100e émission. Alors très vite, vous savez qu'aujourd'hui c'est la 98e émission photo, j'en reviens pas moi-même. Et donc dans 2 jours, on passe le cap de la 100e. Je vous ai réservé un moment particulier puisque c'est vous qui allez être mis à l'honneur et cette émission elle s'appellera 100 photos pour donc 100 émissions. Donc ce sont vos photos qui vont défiler, vous allez voir tout ça d'ici 2 jours, je suis en train de travailler dessus d'arrache-pied. Et je voulais profiter de ce travail-là pour mettre en avant quelques conseils, quelques défauts, puis comment les corriger, sur donc vos photos, ce que j'ai pu constater avec les centaines de photos que j'ai reçues. Alors, je vais essayer de défiler les différents points. Je ne vais pas pouvoir approfondir, bien évidemment, chacun des points, sinon je vous ferai 3 heures d'émission aujourd'hui. Mais voilà, prenez des notes, et puis, dans tous les cas, je vous mettrai en lien plein de ressources qui vont vous aider pour avancer. Alors, premier point, je les ai classés un petit peu comme ça, par ordre de plus technique à plus créatif, on va dire. Alors, premier point assez fréquent, c'est le manque de netteté sur vos images qui est dû à une vitesse insuffisante. Des photos floues parce que vous avez utilisé un temps de pause trop long par rapport au sujet et donc c'est flou. Voilà, donc faites très attention à ça parce que là c'est foutu, on ne peut rien faire pour corriger ce défaut-là. Une fois que la photo est floue, c'est fini. Le deuxième point, le plus couramment constaté aussi, c'est un flou de la photo, mais qui n'est pas dû à la vitesse, qui est dû au flou de bouger du photographe. Alors, ça se rejoint un petit peu, parce que si la vitesse avait été plus importante, on n'aurait peut-être pas vu ce flou de bouger, mais parfois vous avez la vitesse qui va bien, mais vous arrivez quand même à faire un flou de bouger. Alors pourquoi? Eh bien, simplement parce que vous ne tenez pas nécessairement bien votre boîtier. Vous voyez que si je prends mon boîtier comme ça, je l'ai bien en main, je vais déclencher en appuyant gentiment sur le déclencheur. Si vous tenez le boîtier comme ça à bout de bras et que vous faites ça, vous avez toutes les chances d'avoir un flou de bouger. Ça peut venir aussi du stabilisateur que vous avez mal réglé si vous êtes sur trépied par exemple, ou que vous n'avez pas enclenché du tout d'ailleurs, si vous en avez un et puis que vous avez oublié de le mettre. Troisième défaut couramment constaté, c'est l'exposition de la photo qui est mal maîtrisée. Alors c'est un sujet qui est difficile, l'exposition. Et je vous mettrai plein de ressources là-dessus parce qu'il y a plein de bons bouquins pour comprendre ce que ça veut dire et puis surtout comment faire. Alors exposition, ça veut dire une photo trop sombre ou une photo trop claire, ou parfois un contraste trop important entre les zones très claires et les zones très sombres. Pour faire vite, vous savez que le capteur de votre appareil photo, il n'est pas capable d'enregistrer des zones, à la fois des zones très très claires et des zones très très sombres. Il a ses limites en plage dynamique. Et si dans votre photo, eh bien, il y a plus que la limite, il va vous manquer ou des noirs ou des blancs, voilà, où ça ne va pas marcher. Donc attention à l'exposition, parce que j'ai vu dans la sélection des photos vraiment très sombres, par exemple, alors qu'il aurait suffi de pas grand-chose pour corriger ça, et c'est dommage parce que ce sont des photos qui ne sont pas retenues dans les concours, les sélections, les challenges et autres. Quatrième défaut, qui est aussi assez fréquent, c'est le fait que l'horizon soit penché. Alors, franchement, je ne sais pas quoi dire là-dessus, parce que l'horizon penché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de mettre votre boîtier bien droit, en exagérant, vous avez fait ça ou ça. J'exagère pour que ce soit bien visible dans la vidéo. Faites attention, voilà. Alors sur les boîtiers récents, il y a un niveau électronique, vous pouvez enclencher, vous avez un petit point repère sur les boîtiers Nikon par exemple, vous avez un petit curseur qui s'affiche dans le viseur et qui vous permet de dire attention, ça penche ou ça penche pas, ou tu es au milieu. Sur d'autres boîtiers, c'est un trait qui apparaît dans le viseur, donc il y a ce repère-là. Alors c'est moins fréquent sur les photos au téléobjectif parce que l'angle réduit de prise de vue fait que ça minimise cet effet d'horizon. Par contre, sur les photos au grand angle, les photos de paysage, j'en ai vu plein où les horizons étaient penchés. Alors, quand c'est comme ça, je sais que ça peut être un effet créatif voulu, on aime ou on n'aime pas, mais quand c'est légèrement décalé de quelques degrés, ça se voit vraiment et c'est dommage parce que ça se corrige aussi très facilement en post-traitement, le cas échéant. Cinquième défaut, là aussi constaté, ce sont les verticales qui partent dans tous les sens. Alors, vertical, ça veut dire que vous photographiez un bâtiment, par exemple, ou à travers une fenêtre, les montants de la fenêtre, ou une porte, ou ce que vous voulez. Et, eh bien, au lieu d'avoir, ça marche comme ça, au lieu d'avoir deux verticales bien droites, ça fait ça, ou ça fait ça.
Alors ça, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement que vous avez utilisé généralement une courte focale, donc un grand angle ou un ultra grand angle, alors là c'est encore pire, et que vous l'avez mal utilisé. Mal utilisé, ça veut dire que quand vous êtes, alors si je me mets à 24 ici, sur mon 24-70, eh bien à 24, je peux déjà rencontrer ce problème. Et pourquoi je rencontre ce problème? Parce que je tiens mal mon boîtier. Si vous faites comme ça, ou si vous faites comme ça, eh bien vos verticales, elles vont pas être parfaitement verticales, parfaitement droites. Donc tenez bien votre boîtier perpendiculaire au sol, vous voyez que c'est parallèle au sol pour l'axe optique, et puis pour le boîtier, c'est perpendiculaire, vous me suivez? Donc évitez de le lever ou de le baisser, sans quoi vous allez avoir cet effet-là. Si vous n'avez pas le choix, parce que parfois ça peut arriver qu'on soit obligé de légèrement décaler, parce que le sujet il est comme ça, et qu'on n'a pas un objectif à décentrement, dans ce cas-là, corrigez en post-traitement. Ça se corrige très très bien ces défauts-là. Vous avez dans les logiciels, dans Lightroom ça s'appelle transformation et puis verticale, horizontale. On peut tout corriger, donc allez-y parce que franchement, dans la sélection, j'ai vu 2-3 photos qui étaient sympas, mais c'était trop quoi. Je ne pouvais pas les retenir à cause de ce défaut-là. Sixième défaut, alors on rentre plus dans les aspects créatifs composition. Le sixième défaut, c'est l'absence de sujet évident. Alors j'ai vu passer des photos, je me demande encore quel était le sujet de la photo. Ou bien il y a plein de choses, et du coup on ne sait pas quel est le sujet, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, ou bien des fois il n'y a rien, donc là, c'est en même temps qu'est-ce que il ou elle a voulu montrer, je ne sais pas trop non plus, et ça ne retient pas l'attention, ça n'attire pas l'attention. Et une photo qui n'attire pas l'attention, autant vous dire qu'elle passe à la trappe assez vite, et c'est dommage parce que vous aviez forcément une idée en tête quand vous avez fait la photo, et ça ne s'est pas traduit sur l'image, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu quel était le sujet. Donc ça c'est vraiment important. Posez-vous toujours cette question, quel est le sujet que je veux photographier et que je veux montrer quand les gens vont regarder la photo. Septième défaut couramment constaté, c'est un peu la suite du premier, c'est que là vous avez un sujet, mais par contre il est coupé. Alors couper, c'est quoi? C'est ça, voilà. Ou bien c'est l'inverse, vous savez, il manque le bas des pieds, par exemple, les chaussures, ou bien au lieu d'avoir la main là, vous l'avez mise là. Voilà, c'est ce genre de choses. Il peut y avoir un effet créatif. Attention, quand aujourd'hui, il y a par exemple des portraits qui sont très jolis quand on coupe légèrement le haut, et ça fait assez sympa, un portrait serré où on cadre. Si vous avez vu, je vous invite à aller voir les photos de Pierre-Anthony Allard, l'ex-directeur artistique de Studio Harcourt, qui a photographié les candidats à la présidentielle en France. Ces photos sont toutes cadrées comme ça et elles sont juste magnifiques. Mais là, on parle bien de sujets qui sont coupés, voilà, ça se voit quoi. C'est pas, on sent bien que c'est pas un effet créatif, donc attention à ça. Ça, c'est au cadrage. Quand vous cadrez votre photo, faites gaffe parce que vraiment, ça se voit beaucoup et c'est très désagréable quand on le regarde. Huitième défaut, alors j'ai vu des photos comme ça, où je vais en faire rire certains avec la fin de l'explication, mais j'ai appelé ça des photos volées de trop loin. Alors la photo volée de trop loin, c'est quoi? Eh bien, vous avez voulu photographier quelque chose, ou quelqu'un souvent, et c'est d'ailleurs plus souvent quelqu'un, vous allez comprendre, seulement vous étiez loin, vous n'avez pas pu, pas voulu, pas osé vous approcher, et du coup, vous m'avez sorti votre super méga zoom, c'est là où vous comprenez pourquoi, je faisais la remarque tout à l'heure, vous m'avez sorti votre super méga zoom, vous l'avez collé à 200 ou 300 mm, peut-être sur un boîtier DX APS-C, ça va vous faire un équivalent 450, et vous avez shooté de loin en disant c'est bon, j'ai chopé la personne. Et franchement, ça se voit. Alors, j'ai vu quelques photos comme ça, où on sent que voilà, vous étiez super loin, il y a souvent en plus un avant-plan qui montre que il y a une telle différence de plan entre l'avant-plan et l'arrière-plan qu'on comprend que c'est fait avec une très longue focale, puis ça se voit de toute façon, et voilà, c'est pas terrible quoi, parce que ça aurait mérité que vous preniez votre boîtier, que vous preniez une focale beaucoup plus courte, voire même que vous me sortiez ce super méga zoom pour mettre une petite focale fixe 35-50 mm ou un 85, et que vous alliez à côté de la personne et que vous fassiez l'effort de la photographier autrement. Alors une personne ou un groupe, hein, ça peut être ça aussi. Et ces photos-là, franchement, elles n'attirent pas l'attention, voire même, voilà, elles donnent pas envie du tout, quoi, parce qu'on sent que ça a été, oh, je suis loin, pouf, je tourne la bague, paf, c'est bon, et hop, je me sauve. Donc ça, c'est pas terrible. Ensuite, alors, neuvième défaut que l'on rencontre souvent, c'est ce que j'ai appelé une superposition de plans tous très nets, trop nets.
Ça veut dire que dans une photo, alors vous savez que dans une photo, il y a différents plans. Il y a le premier plan, il y a l'arrière-plan, et puis il peut y avoir des plans intermédiaires. Et ce qui est sympa, c'est de différencier ces plans. Alors première chose, vous pouvez les différencier en jouant sur la profondeur de champ. Vous pouvez dire j'ai un premier plan qui est bien net, et puis je vais noyer les autres plans et l'arrière-plan dans le flou. Ça peut être l'inverse, vous pouvez dire tiens j'ai envie d'avoir l'arrière-plan bien net, et puis devant je vais créer un effet de flou avec une profondeur de champ réduite, parce que moi c'est ça mon truc. Et puis vous pouvez aussi avoir plusieurs plans dans votre photo qui sont tous nets, parce que vous avez une grande profondeur de champ. C'est Eric Bouvet, le photoreporter français, qui me montrait une de ses photos comme ça, où il disait, je pense que cette photo va faire école, parce que elle est magnifique, sa photo, et ça a été fait à Kiev, de mémoire, et Eric, il a superposé comme ça un ensemble de plans qui sont tous nets, mais le résultat est fabuleux. Et pourquoi c'est bien? Parce que les différents plans sont tous distincts les uns des autres, c'est-à-dire qu'on ne se perd pas dans l'image, on peut circuler d'un plan à l'autre et tout est net, et ça c'est joli. Mais ce que je veux mettre là en avant, c'est le défaut inverse, c'est-à-dire que j'ai vu des photos comme ça où tous les plans étaient l'un sur l'autre, c'est-à-dire que tout se confondait, c'est comme si on disait j'ai mis un bonhomme là, un sujet là, un sujet là, un sujet là, puis il y a très peu de décalage et tout est net et on ne sait plus qui est quoi dans l'image. Donc c'est ça le point que je voulais mettre en avant. Alors, je vous laisse réagir à tout ça, hein, bien sûr, mais ça marche pas bien, quoi. Donc, faites attention quand vous jouez sur un ensemble de plans nets comme ça, ce qui est une très bonne idée, mais de bien les différencier pour que celui qui va regarder l'image puisse circuler dans l'image et bien comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, donc ça c'était le 9e point. Alors, 10e point, on passe au post-traitement. Le 10e point, c'est le coût du traitement global de l'image où vous avez été un peu fort sur les curseurs. Alors, les traitements trop poussés, je ne suis pas fan. Alors, ça n'engage que moi. Mais un traitement global, oui, je dirais presque que c'est obligatoire. Mais de pousser les traitements à saturer les couleurs, à me saturer, à me contraster à mort les noirs et les blancs quand ce n'est pas justifié, à avoir des effets de netteté. Par exemple, l'accentuation. Vous savez que selon le logiciel que vous utilisez, vous avez un réglage d'accentuation. Alors dans Lightroom, ça s'appelle clarté, le micro-contraste, donc pixel par pixel. Eh bien, si vous poussez le micro-contraste à fond, vous allez avoir l'impression d'une image plus nette. C'est un réglage qui permet de récupérer de la pseudo-netteté quand l'image en manque un petit peu. Une image, si vous avez une optique qui est pas suffisamment piquée ou qui a eu un léger flou de bouger, donc l'image elle est sympa, mais bon voilà, elle n'est pas pile poil nette, vous jouez un peu sur la clarté et puis ça va régler le problème. Mais la mettez pas à 100, parce que là vraiment ça va se voir, et ça peut même provoquer sur l'image des défauts que l'on voit, des effets de bord. Vous avez peut-être vu sur certaines de vos photos ou des photos que vous voyez passer, il y a comme un léger trait blanc, en fait, une bande blanche fine autour des sujets. Ben ça c'est généralement un curseur qui a été poussé trop fort. Donc zoomez toujours bien dans vos images quand vous faites du post-traitement pour voir si vous n'avez pas généré cet artefact-là en matière de traitement. 11e défaut que j'ai vu sur certaines images, mais une fois de plus, c'est pas uniquement sur cette sélection, c'est au fil des années, on les voit toujours. Ce sont des traitements locaux, cette fois-ci, qui sont trop appuyés. Alors, qu'est-ce que j'appelle un traitement local trop appuyé? Donc, vous savez que quand vous faites du post-traitement, vous avez le traitement global, donc vous travaillez sur l'exposition, les noirs, les blancs, la clarté de toute l'image, donc la tonalité, et puis après, vous faites des retouches ou des traitements, plutôt je préfère le terme traitement, vous faites des traitements locaux par le biais d'un filtre gradué, d'un filtre radial, d'un pinceau, ce que vous voulez. Et donc quand vous travaillez sur une partie de l'image, eh bien parfois, si vous avez été un peu fort, ça se voit aussi. Alors typiquement, le défaut auquel je pense, que j'ai vu beaucoup, c'est un fond qui est relativement clair, contre-jour par exemple, des fois on le voit comme ça, et puis vous avez un sujet devant qui apparaît un peu en ombre en fait quand on a cet effet-là, et pour déboucher le sujet qui est forcément un peu noir à l'exposition, eh bien vous avez probablement, il y a un coup de pinceau dessus, et puis vous avez remonté l'exposition. Seulement le pinceau il a bavé, ou bien l'effet il a été poussé trop fort, et du coup on voit cette espèce d'ombre blanche, donc tout de suite ça saute aux yeux, on se dit oh là là, il y a eu un coup de curseur trop fort, parce que ben voilà, ça se voit quoi. Et quand ça se voit, ça fait pas vrai. Comme une photo qui ne fait pas vrai, je trouve qu'elle perd de sa nature, elle perd son intérêt, parce que justement ça fait pas vrai. Vous pouvez vous permettre tous les post-traitements possibles et imaginables. Alors moi j'ai mes limites, mais je ne critique pas ceux qui font beaucoup de traitements, de retouches, parce que chacun déjà a le droit de faire ce qu'il veut, d'une part, et puis qu'il y a quand même des choses très abouties qui existent.
mais ça doit paraître le plus naturel possible, ça doit paraître harmonieux. Dès qu'il y a un truc comme ça qui se voit, ça saute aux yeux. Alors c'est pas propre au numérique, on le voyait déjà à Labo Argentique quand on faisait un masquage avec la touillette, là, pour ceux qui connaissent ça, quand on venait la touillette un peu trop large, ça se voyait sur les bords et c'était pas beau. Là c'est la même chose. Donc ça c'était le 11e défaut. Alors dernier défaut, et là, alors, ce défaut-là, il y a des photos, je les ai affichées, vous savez, on fait défiler les photos, et puis voilà, on prend des notes, voilà. Il y a des photos, ça a été delete tout de suite. Pourquoi? Parce que ce 12e défaut, c'est tout bêtement une signature sur vos photos qui est vraiment trop grande. Alors, je comprends que vous ayez envie de mettre un petit repère visuel sur vos photos pour dire, tiens, c'est moi qui l'ai faite. Certains m'ont mis... On voit souvent ou un petit logo dans un coin, ou un petit nom dans un coin, ou des choses qui sont d'ailleurs en semi-transparence, qui sont assez jolies parce que finalement ça adopte un peu le ton de l'image et du coup ça marque la photo, mais ça se voit pas trop. Après, il y a les signatures texte, c'est-à-dire que là vous mettez votre nom. Alors, une photo en noir et blanc, plutôt sympa, avec un joli dégradé de noir et de blanc qui est intéressant, dans laquelle vous me collez une signature grande comme ça en jaune vif, je suis désolé mais ça passe pas, c'est pas possible de retenir une photo comme ça. Donc là, si vous me faites un truc comme ça, la photo elle était sympa, enfin j'en ai vu plusieurs comme ça, la photo elle est sympa mais on ne peut juste pas la retenir parce que ce jaune il saute aux yeux. Alors je dis jaune, des fois c'est vert ou c'est rouge, ou bleu, voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y passent. Donc ne faites pas ça par pitié, quand vous mettez votre nom dans une photo, déjà mettez-le à un endroit un petit peu discret, pas en plein milieu, ne le mettez pas en taille comme ça, et puis mettez une couleur, mettez une présentation qui fait que ça passe, quoi. On se dit, oui, ok, enfin, on le voit même pas, à la limite, c'est là, mais ça se voit pas. Mais quand c'est le nez dans la figure comme ça, alors j'ai un exemple, je ne montrerai pas, mais il y a un exemple où la photo, bon, elle est ce qu'elle est, mais en plein milieu de la photo, légèrement, ouais, c'est comme si la photo c'était le champ de la caméra, là, et bien, voilà, là à peu près, là, alors comme ça, il y a un placard comme ça, avec le nom de la personne, et puis le truc en jaune, ou c'est pas jaune, c'est un orangé, ou je sais plus quoi, enfin une couleur paf, quoi. Ah non, enfin non, ça marche pas. Imaginez que vous fassiez une exposition dans une galerie, vous allez mettre ça sur vos photos. Donc là, quand vous envoyez une photo pour un concours, c'est la même chose. C'est absolument impossible de retenir une photo comme ça, même si c'est la plus belle du monde, quoi. Voilà. Donc débrouillez-vous pour me mettre des signatures si vous y tenez, mais faites en sorte qu'elles soient assez discrètes, parce que sinon, ça gâche tout. Voilà, donc je reprends vite fait la liste des 12 points si vous voulez prendre note, sinon vous rembobinez et puis vous faites pause. Donc, manque d'honnêteté à cause d'une vitesse de prise de vue inadaptée, manque d'honnêteté à cause du flou de bouger. Troisième point, c'est une exposition mal maîtrisée. Quatrième point, un horizon penché. Cinquième point, des verticales qui ne sont pas bien redressées. Sixième, c'est l'absence de sujet, on se perd. Le septième, c'est le sujet qui est coupé involontairement, mais du coup, c'est pas beau. Le huitième point, je regarde mes notes, le huitième point, c'est la photo volée de trop loin. Alors là, le méga zoom, hein, si un jour un fabricant nous fait un 24-3000, voilà, vous allez le faire à 3000, donc non, stop. Je vais me faire huer là pour les méga zooms. Le neuvième point, c'est la superposition de plans qui sont tous trop nets, mais tous par-dessus les uns les autres, où on voit plus rien. Le dixième point, ce sont les traitements globaux sur une image, où vous avez poussé les curseurs à fond dans un sens ou dans l'autre, donc ça se voit. Le onzième point, ce sont les effets localisés, là aussi un peu trop appuyés. Et le douzième point, c'est la signature énorme dans la photo. Je veux plus en voir. Notez. Pas de signature sur les photos quand on les envoie à Jean-Christophe, sinon il râle en vidéo. Voilà. Alors, je vous mets plein de liens de ressources dans la description de la vidéo. Il y aura probablement des tutos, des bouquins, des choses comme ça qui vont vous permettre d'avancer un peu sur ces sujets-là. Alors, je voulais vous montrer le bouquin qui est derrière moi, qui s'appelle, ça c'est une très bonne ressource, alors ça s'appelle « Mon cours de photo en 20 semaines chrono ». Alors, c'est pas mon cours à moi, hein, c'est le titre du livre. Donc, c'est un ensemble de photographes qui ont fait ce bouquin-là. Ça a été traduit, adapté en français. C'est sorti chez Duno. Et voilà, c'est un bouquin qui marche plutôt bien auprès de mes lecteurs et auditeurs. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler, en fait. Et je vous mets, bien sûr, la référence en dessous. Donc, 20 semaines pour débuter la photo et puis passer à un stade un peu plus avancé. Ou bien pour redébuter si vous pensez
faux débutant, 1000 schémas, photographies, voilà, trucs et astuces, je vous le feuillette très vite, voilà, c'est toujours difficile de montrer un bouquin, mais voilà ce que vous allez trouver dedans. Voilà, n'oubliez pas, avant de partir, de cliquer sur l'abonnement à la chaîne qui est là sur YouTube parce que c'est important pour moi que vous puissiez voir toutes les vidéos. Sur Facebook, c'est là-haut, je vais vous reparler de la page Facebook et des vidéos parce que j'ai des soucis avec, donc il va probablement y avoir quelques changements là-dessus dans les prochaines émissions. Et puis, le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts. Ça s'affiche par là. Vous cliquez, vous recevez un mail de ma part. Et puis après, on peut échanger en privé. Voilà, je vous remercie. Donc, à très vite pour la 99e émission. Et puis, je bosse toujours sur la 100e. C'est pendant 2 jours.